Voilà, bienvenue dans cette seconde séquence de la conférence de consensus. Comme pour toutes les autres conférences, nous avons toujours prévu un temps où nous faisons un acquis des résultats des élèves dans le domaine considéré et également des pratiques d'enseignement vues du côté de l'offre de formation et de la prescription institutionnelle qui nous permet réellement de poser le cadre de nos débats. Et donc cette conférence ne fera pas exception. Donc nous avons maintenant pouvoir entendre deux interventions. La première de Pascal Manoilov, qui est donc universitaire à l'Université de Paris-Nanterre, mais qui travaille également à l'ADEP, et qui donc va nous faire une première intervention sur les performances des élèves français dans l'apprentissage des langues vivantes. Et ensuite, nous aurons une intervention d'une inspectrice générale de l'éducation nationale, Fabienne Paulin-Moulard, sur le bilan des évolutions institutionnelles depuis 2005. Voilà, Pascal, c'est à vous. Je vous remercie et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez pu vous réchauffer avec un petit café. Et donc, moi, je vais vous présenter ici une petite partie uniquement de ce qu'il y a écrit dans le rapport et de ce que l'on connaît donc des acquis des élèves en langue vivante en France, sur la base des résultats qui sont essentiellement recueillis et traités par donc, la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, l'ADEP, avec qui je collabore. Donc, après un rapide rappel des attendus et du contexte institutionnel français, je vous proposerai quelques éléments clés de ces acquis tout au long de la scolarité des élèves, de l'école élémentaire jusqu'au baccalauréat. Alors, les acquis seront présentés dans plusieurs langues, mais le propos n'est pas ici de comparer ces langues entre elles, les publics et les attendus étant différents. Alors, l'enseignement-apprentissage des langues vivantes en France est encadré par les programmes nationaux, eux-mêmes adossés au cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, ce cadre envisage l'apprenant comme un acteur social et considère le langage comme une ressource pour l'action. Alors, avec l'introduction du CECRL, l'enseignement-apprentissage des langues a considérablement changé, et notamment les pratiques de classe, avec un enseignement-apprentissage fondé sur l'usage de la langue. Outre la dimension langagière, l'approche interculturelle, ça on l'a déjà dit également, est prépondérante dans l'enseignement en France. Ces deux aspects sont donc pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier les acquis des élèves. Alors, les niveaux attendus aux différentes étapes de la scolarité sont présentés sur la diapositive, avec par exemple en troisième pour le socle commun un niveau A2, mais avec déjà la maîtrise d'un certain nombre, dans certaines activités langagières, un avancement vers le niveau B1, puisque ce niveau est attendu en seconde. Donc, il convient d'ajouter que les résultats qui sont présentés ici le sont toujours, je vais toujours parler par activité langagière, car les compétences peuvent varier d'un individu à l'autre selon qu'on évalue la compréhension de l'écrit ou de l'oral, ou bien l'expression écrite ou orale en continu ou en interaction. Alors, je vais commencer par les évaluations internationales. Alors, il est important ici de rappeler leur rareté en langue vivante. Les dispositifs auxquels il est régulièrement fait référence dans la presse, par exemple, comme PISA, ne portent pas sur les langues vivantes étrangères. Les quelques évaluations internationales qui visent à mesurer dans une perspective comparative les acquis des élèves en langue vivante apparaissent à l'écran. Ces quelques évaluations donc, qui apparaissent à l'écran, la dernière date de 2011, et a permis d'évaluer le niveau en LV1 et LV2 des élèves de 15 ans dans 14 pays. Les résultats pour la France montrent... je voulais vous montrer les résultats. Voilà. Donc, les résultats pour la France montrent qu'en LV1, le niveau A2 ou supérieur n'est atteint que par un quart des élèves en compréhension de l'oral, 1/5 en compréhension de l'écrit et 2/5 en expression écrite.
En espagnol LV2, qui était donc la langue choisie pour la France, les résultats sont un peu supérieurs à l'écrit, en compréhension et en expression. Néanmoins, les élèves français sont très en dessous des niveaux attendus, l'objectif fixé par la Commission européenne étant qu'au moins 50% des élèves de 15 ans aient atteint un niveau B1 en 2020 dans les 5 activités langagières. Il nous reste donc 1 an. Alors, en France, les évaluations nationales CEDRE nous permettent d'apprécier les acquis des élèves. Elles sont conçues et conduites par l'ADEP pour établir des bilans à intervalles réguliers des acquis des élèves en fin d'école et en fin de collège, au regard des objectifs fixés par les programmes officiels de l'éducation nationale. En primaire, ce sont l'anglais et l'allemand qui sont évalués. Et au collège, ce sont ces mêmes langues en LV1 et LV2, ainsi que l'espagnol LV2. Standardisées en langue vivante sont menées depuis 2004 et depuis 2016, les élèves sont évalués dans 4 activités langagières, en CM2 et en 3e. Ces évaluations sont réalisées sur échantillons représentatifs et nous permettent d'apprécier par extrapolation le niveau des élèves à un moment donné. Alors, au niveau de l'école primaire, les derniers résultats nous apprennent qu'en 2016, une très large majorité des élèves de CM2 étudiaient l'anglais et 9,4% l'allemand. En 2016, un élève sur 2 pour l'anglais et 56% pour l'allemand avaient commencé l'étude de la langue étrangère dès le CP. Donc la mise en place sur les 5 ans n'était pas encore systématique. En primaire, l'accent est mis sur l'oral en cycle 2, avec une introduction progressive de l'écrit en cycle 3. C'est le niveau A1 qui est attendu en fin de CM2. Et je vais ici me concentrer sur les compétences orales. Donc en compréhension de l'oral en 2016, les résultats sont stables par rapport à 2010, dans les 2 langues. En anglais, un élève sur 3 maîtrise les compétences les plus complexes, repérer des informations pour accéder à l'implicite et synthétiser. Et en allemand, un élève sur 5 maîtrise ces compétences. Alors, le graphique présenté ici montre la répartition des élèves par groupe de compétences en anglais, avec un exemple d'item qui est typiquement réussi par les élèves du groupe 3, c'est-à-dire le groupe qui est au milieu. À partir d'un document audio dont le script apparaît ici, 73,3% des élèves sont capables de dégager une information et 62,8% de repérer un mot lexical, ici le mot running, et d'en comprendre le sens. D'une manière générale, un élève sur 2 en anglais et 3 élèves sur 4 en allemand sont capables de repérer du lexique courant et des expressions figées. L'analyse fine des résultats dénote une difficulté des élèves du groupe 3, donc en fait la partie centrale, à discriminer dans une phrase des mots connus présentant des sons proches, et pour le groupe 2, à isoler des mots, donc les groupes 2, c'est-à-dire les élèves encore moins avancés, à isoler les mots connus dans la chaîne parlée, même dans des phrases courtes. L'expression orale a été, elle, évaluée pour la première fois en 2016. C'est la capacité des élèves à se présenter et à parler de leur environnement immédiat qui est évaluée. En anglais, les résultats montrent que 3 élèves sur 4 sont capables de réaliser une tâche de résolution d'énigmes dans un jeu de type Qui est-ce ? Mais ils ne sont que 1 sur 2 à maîtriser la syntaxe des questions et phrases simples. Pour ces 2 activités langagières, la compréhension et l'expression orale, la majorité des élèves se trouvent dans les groupes intermédiaires. La capacité à identifier, repérer, discriminer, mettre en relation ou bien encore à reproduire des sons, à construire des phrases simples n'est encore que partiellement maîtrisée par une majorité d'élèves, alors même que ces années, avant l'âge de 8 ou 10 ans, sont considérées par les chercheurs comme l'âge idéal, l'âge heureux, disait Guberina, où l'enfant possède les meilleures capacités de discrimination auditive et d'imitation. Au niveau du collège maintenant,
les évaluations CEDRE sont les seules évaluations standardisées dont nous disposons pour apprécier les acquis des élèves en troisième, car les langues vivantes sont une des rares disciplines à ne pas être évaluées en épreuve terminale au brevet des collèges. En compréhension de l'écrit, les résultats progressent dans les 3 langues par rapport à 2010, de même qu'en expression orale, en allemand et en espagnol. En anglais, les résultats progressent de manière significative en compréhension de l'oral, sans doute grâce à l'exposition augmentée des élèves à la langue en dehors de l'école. Mais en revanche, ils baissent en expression écrite. On voit ici des graphiques pour l'oral ou pour l'écrit dans les 3 langues, avec la répartition schématique donc, des élèves par groupe de compétences. Alors vous noterez qu'en fait, une grande majorité des élèves se trouvent dans les groupes 2 et 3, c'est-à-dire les groupes centraux, c'est-à-dire des groupes qui maîtrisent des compétences intermédiaires. Le nombre d'élèves dans les groupes les plus avancés est donc plus réduit, mais leur nombre dépasse de ceux des groupes dans lesquels les élèves les plus en difficulté sont placés, c'est-à-dire les groupes inférieurs à 1 ou les groupes de niveau 1. Alors, je vous présente ici un exemple de production écrite d'un élève qui doit décrire et justifier du choix d'une destination de vacances. Donc là, c'est un élève donc, de 3e. Le taux de réussite pour l'anglais pour ce type de production est de 25%. Alors je vous lis l'exemple parce qu'en fait, l'écriture n'est pas facile à lire. Donc il est indiqué « I choose New York City. I dream to see the Statue of Liberty. And the building, and doing shopping, because I love shopping, and there are very, very lots of market and shops. I like discovered new countries. » Donc, la production relève du groupe 3, c'est-à-dire que le message est considéré comme globalement compréhensible, malgré des erreurs élémentaires et récurrentes. Le vocabulaire est considéré comme limité. Alors, ici, on a un exemple d'expression écrite. Et il faut noter qu'en expression écrite, dans les évaluations CEDRE, on relève un taux de non-réponse particulièrement élevé, compris entre 25 et 40% selon les 3 langues. Ces données dénotent une réelle difficulté au niveau de la production d'écrit. Difficulté qui est également repérée dans les évaluations faites lors de la mesure des acquis en français, que ce soit en France ou dans les évaluations internationales. Donc ces résultats observés posent notamment la question de la nature de l'entraînement à l'expression écrite au collège, en classe, qui n'est peut-être pas suffisant. Et on peut se demander si justement celui-ci ne se limite pas souvent à ce qu'on appelle la trace écrite, que les élèves élaborent en commun et recopient après qu'elle ait été notée au tableau par l'enseignant. Voici également un extrait de support pour l'expression orale pour vous donner une idée de ce qui est évalué en fin de 3e. Alors, il s'agit pour l'élève de présenter une famille et de parler de son environnement ainsi que d'événements passés. En fait, il doit faire le choix entre plusieurs familles pour aller passer des vacances. Alors, pour les 3/4 des élèves de 3e, leur discours oral démontre une difficulté à mobiliser le lexique de base. Ici, dire des chiffres, des dates ou des noms de pays, ou bien à construire un énoncé simple et syntaxiquement correct. Et ces caractéristiques sont communes aux 3 langues évaluées. Alors, je vais maintenant passer au baccalauréat. Au niveau du baccalauréat, l'évaluation est d'un autre type que celle de CEDRE puisqu'elle concerne tous les élèves d'une classe d'âge et les performances sont mesurées par les enseignants de lycée et non par un groupe d'experts comme à l'ADEP. Donc les résultats que j'ai ressortis ici concernent quelques sections uniquement et donc dans ces sections L, ES, S, MSTMG, les épreuves de langue vivante portent sur au moins 2 langues. Tandis que pour une autre section technique, l'hôtellerie, elle ne porte que sur une langue. Depuis 2013, les 5 activités langagières sont évaluées
Et pour les 5 filières citées en 2017, les meilleurs résultats sont obtenus en allemand LV1 et donc dans les autres langues également LV1, telles que donc les langues modimes, en fait, le portugais, le chinois ou les langues régionales. Les meilleurs résultats étant d'ailleurs dans les langues régionales. C'est en anglais LV1 que les élèves obtiennent les résultats les moins élevés, alors même que la langue est étudiée le plus longtemps pour la majorité d'entre eux. Néanmoins, avec ces résultats globaux, il est difficile de dire à quel niveau du CECRL correspondent les moyennes obtenues, sachant que le niveau attendu en LV1 est B2 au baccalauréat et B1 en LV2. Quelle note doit donc obtenir un élève pour qu'on considère qu'il atteint les niveaux requis? Et c'est un sujet qui nous intéresse d'autant plus lorsqu'on travaille à l'université, puisque nous accueillons les bacheliers et ensuite il faut qu'on les place dans les groupes de langue. Alors, cette conférence est l'occasion, et j'en suis fière, et je remercie le CNESCO qui m'a aidé dans cette démarche, puisque c'est l'occasion de rendre public pour la première fois les résultats par langue et par activité langagière, car ils ne sont habituellement communiqués aux élèves que sous la forme d'une note globale. Alors, la tendance générale qui se dégage des résultats par activité langagière est une meilleure performance des élèves à l'oral par rapport à celle de l'écrit. Et cela pour toutes les langues, qu'elles soient LV1 ou LV2, et pour toutes les sections, sauf en STMG. Ces résultats ne s'inscrivent pas du tout dans la lignée de ceux obtenus au collège, puisqu'en troisième, ce sont les compétences de réception qui sont les mieux maîtrisées. Et par ailleurs, ce sont les élèves des sections S et L qui obtiennent les meilleurs résultats, et cela en allemand LV1. Et d'ailleurs, je dois ajouter que l'épreuve en S et en ES est la même épreuve, hein, et c'est les élèves de S qui obtiennent les meilleurs résultats. Donc, outre les résultats chiffrés, la question de la mesure des acquis se pose bien sûr pour une évaluation qui concerne plus de 1 million d'élèves et donc implique des appréciations potentiellement différentes selon les correcteurs qui sont particulièrement nombreux. Alors, des grilles d'évaluation telles que celles-ci sont fournies. Néanmoins, la recherche montre qu'il peut y avoir des disparités assez importantes selon les correcteurs qui sont, pour l'oral notamment, les enseignants des élèves évalués. Par ailleurs, le système de notation français donc, fonctionne sur une base de 20, à laquelle on peut essayer d'adosser les niveaux du CECRL. Alors la grille de correction pour la compréhension de l'oral, telle qu'on la trouve sur les sites académiques, permet d'afficher les niveaux du CECRL. Donc, cette grille affiche un niveau A2 pour un score à partir de 10 sur 20, un niveau B1 pour un score à partir de 16 sur 20 et un niveau B2 à partir de 18 sur 20. Compte tenu des moyennes obtenues par les élèves, ce que je vous ai présenté dans le tableau précédent, il apparaît que le niveau B2 pour la LV1 et le niveau B1 pour la LV2 n'est sans doute pas atteint. Les résultats globaux sont tout juste autour de la moyenne en anglais LV1 et en anglais allemand et espagnol LV2. Pour conclure, il convient de mentionner 2 invariables qui apparaissent aux 3 niveaux évalués en France, en CM2, en 3e et au baccalauréat. Ce sont d'une part les différences de résultats entre filles et garçons, les filles réussissant mieux que les garçons et même progressant davantage, notamment au collège. Un autre aspect plus préoccupant touche les élèves français en langue vivante comme dans les autres disciplines et les autres apprentissages. Les performances restent en effet très contrastées selon le profil social des établissements ou les catégories socio-professionnelles des parents. Au baccalauréat, on observe de 1 à 3 points d'écart selon que les élèves sont issus de milieux défavorisés ou très favorisés, ces derniers ayant les meilleurs résultats. On voit également dans le tableau présenté ici, avec l'exemple de l'allemand, si vous regardez qui est en rouge, que le choix de certaines langues est également influencé par le milieu social.
Alors, je terminerai en disant qu'il ne s'agit là que d'une photographie nécessairement très partielle des acquis des élèves en France. Et une fois que ces mesures sont établies, il faut pouvoir en tirer des conséquences et des préconisations. Et cette mission me semble d'autant plus difficile que lors de la rédaction de ce rapport qui sera mis donc à votre disposition, j'ai réalisé que bien peu de recherches justement sur les évaluations et sur les acquis des élèves étaient publiées en France. Et en particulier sur l'apprentissage des langues étrangères en milieu institutionnel qui est totalement différent donc, du milieu naturel. Donc comprendre les résultats et donc comprendre les difficultés ou les réussites des élèves nécessiterait donc bien des études complémentaires sur le terrain, dans les classes, à tous les niveaux, pendant ou sur les épreuves du baccalauréat, pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Je vous remercie de votre attention. Merci, je vais demander... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les questions groupées à la fin ou l'une après l'autre? On va pas peut-être prendre des questions tout de suite sur cette première partie. Je vais demander aux membres du jury s'ils ont des questions. Oui, allez-y. Pendant ce temps, je demande... Bon, restons dans le dispositif. Ouais. Alors, est-ce que vous avez monté le petit... Bon, vous allez... Allez-y, parlez. Ça ira. Là, comme question, nous voulons revenir sur une étude de 2016. Donc, vous avez montré que les modalités d'évaluation de l'expression orale qui mettent un professeur face à un élève pour évaluer ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur la performance de l'élève. Les modalités, vous dites qu'entre deux élèves en interaction semblent être plus pertinentes. Mais lorsque l'on regarde la présentation du bac 2021, il est dit que l'expression orale sera évaluée selon les modalités actuelles. Donc, est-ce que vous pensez qu'il serait préférable de revenir sur cette proposition? Et selon vous, quelle modalité et en fonction de quels critères serait-il possible d'évaluer donc cette compétence de l'expression orale? Je vous remercie. Effectivement, il y a un certain nombre d'études qui montrent à quel point le fait d'interroger un élève ne relève pas du tout du mode conversationnel et a plutôt tendance à pousser l'élève dans des retranchements et n'évalue pas la compétence d'interaction orale. Il s'agit d'une interview, d'un interrogatoire, on peut le voir de plusieurs manières, mais ça n'est pas une conversation et ça n'évalue pas en fait le mode véritablement interactionnel. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été développées, notamment par exemple pour les évaluations de Cambridge, avec des auteurs comme Galazzi, Ducasse et Brown, qui effectivement montrent que les interactions entre pairs sont beaucoup plus efficaces. C'est également ce qui se fait dans les évaluations dans les pays nordiques, en Suède ou en Finlande. Et pour ce qui est donc du bac 2021, on peut tout à fait imaginer que, effectivement, l'élève fasse une production orale en continu. C'est un exercice académique. Mais là, on va évaluer effectivement un type de production orale. Si on veut évaluer l'interaction orale, c'est une dimension qui est totalement différente. Et effectivement, la modalité élève-élève semble beaucoup plus pertinente, typiquement dans la construction d'un projet, tout petit, bien sûr, comme ce qui se fait effectivement dans les pays nordiques ou avec Cambridge. Merci. Une autre question, jury? Oui, vous notez dans votre rapport que concernant l'évaluation CEDRE, les consignes en fin de collège, elles sont données dans la langue cible. Pensez-vous qu'il y aurait des avantages ou des inconvénients d'ailleurs à ce que ces consignes soient rédigées en L1 et non en langue cible? Alors,
Oui, oui. Si on prend la question, qu'on regarde les avantages et les inconvénients des uns et des autres, si on rédige les consignes dans la langue cible, le premier avantage, c'est qu'on peut utiliser des items qui sont communs, par exemple, pour faire des comparaisons internationales, puisque de toute façon, ce sera rédigé dans la langue cible. Deuxièmement, ça génère une certaine facilité pour l'élève, ça lui évite de repasser en permanence, parce que c'est un exercice cognitif extrêmement compliqué que de passer sans cesse d'une langue à l'autre. Donc, une fois qu'il est placé dans son évaluation, il peut continuer comme ça. Par ailleurs, c'est également dans les programmes. D'accord, ça fait partie à partir du niveau A1. L'élève doit être capable de suivre une consigne en langue cible. Donc ça, c'est pour les avantages. Pour les inconvénients, effectivement, on a toujours cette possibilité, malgré tout le soin qui est vraiment pris au sein des groupes de travail CEDRE, pour rendre les consignes le plus claires et transparentes possible, on a toujours effectivement la possibilité d'avoir des élèves qui ne comprennent pas les consignes. Et donc, ça pourrait tout à fait s'envisager. J'ai une question de la salle ou d'Internet, je ne sais pas, qui s'interroge en gros sur l'effet de variation produit par le nombre d'élèves par classe, puisque c'est une question dans l'étude évoquée sur les 14 pays concernant la maîtrise des langues vivantes en 2011, est-ce que le nombre d'élèves par classe a été aussi, et le nombre d'heures ont été comparés? Alors, en fait, c'est pour ça que les évaluations internationales de type Survey-Langue s'arrêtent, justement à cause de ce fameux biais de l'impossibilité de comparer des systèmes complexes qui sont si différents, justement le nombre d'élèves par classe, le contexte culturel, le fait que le nombre d'heures qu'il peut y avoir d'enseignement dans la classe. Donc c'est pour ça qu'on préfère avoir des évaluations qui sont inclusives, telles que CEDRE, et ensuite qui donc sont contextualisées, et ensuite en présenter les résultats en contexte de manière à ce qu'on connaisse justement les injonctions, par exemple, institutionnelles. J'avais aussi une question qui vient de disparaître de ma tablette à l'instant, mais c'est pas grave, je m'en rappelle, qui consistait à demander si les effets de différenciation sociale que l'on observait sur les langues se vérifiaient sur les autres disciplines. Je crois savoir que la réponse est oui, globalement, en général, parce que c'est ce qu'on voit sur tous les résultats en France, dans tous les domaines, même sur la motivation. Là, je viens de voir une note qui est sortie de la DEP là-dessus, mais est-ce que... Oui, je confirme, c'est dans tous les... Juste pour ajouter sur les effets d'effectifs, c'est vrai qu'on voit que les résultats en allemand sont les meilleurs, mais c'est vrai que quand on regarde les effectifs des classes en allemand, ils sont également les plus faibles. En revanche, je ne peux pas vous dire qu'il y a corrélation ou pas. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Bien, je pense qu'on va pouvoir peut-être passer au second exposé. Hein. J'en profite. Il y avait encore une question, non? Non. Ah, encore une question du jury, excusez-moi, j'avais pas vu. Il faut l'allumer et puis il faut attendre qu'il se réchauffe. On souhaitait revenir sur ce que vous avez dit et qui est largement confirmé par d'autres experts sur le fait que les apprenants ne disposent pas des mêmes performances dans les différentes activités langagières et que pour autant la note pour le baccalauréat est une note globale et que ça pose problème justement dans la liaison entre le second degré et l'université. Donc selon vous, une des recommandations pourrait être justement que ces résultats soient traduits en fonction des différentes compétences langagières. Les notes existent. Dans tous les établissements scolaires, les bulletins des élèves sont édités avec une différenciation par activité langagière. Donc j'imagine, peut-être que je m'avance trop, mais j'imagine que ça devrait être possible de fournir les résultats aux élèves. Et je pense que ça leur serait très utile. Hein. On va certainement en reparler dans les processus d'autonomisation de l'élève, de la prise en charge de ses propres apprentissages. Je pense que c'est important qu'ils aient conscience justement de leurs différences de compétences en fonction des différentes activités langagières. Une dernière question, et puis vraiment après, on passe à la suite. Étant donné l'absence d'harmonisation des sujets de bac en langue vivante et la compétition entre les autres langues que l'anglais pour leur survie respective,
est-ce qu'il est réellement possible de faire des comparaisons, d'en tirer des conséquences? En gros, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan l'anglais et les autres langues dans la comparaison? Non, il s'agit pas de comparer les langues entre elles. Néanmoins, peut-être qu'il y a des parents qui le font, et comme je disais, je le disais dans le rapport, il y a visiblement des stratégies familiales qui s'observent quand on regarde qui choisit quelle langue. Par exemple, si on regarde qui choisit l'allemand, eh bien, on a vu qu'au niveau des catégories sociales très favorisées, et en section S, les élèves de cette catégorie sont surreprésentés. Et c'est la même chose pour le chinois. Le chinois est une langue qui est choisie par les catégories sociales très favorisées et les sections S. Ça n'est pas la même chose pour le turc, par exemple. Voilà, donc il y a des stratégies familiales qui existent sans doute. Bien, je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. L'exposé était très clair, je crois.